Bonjour, on est super heureux de vous retrouver pour le dernier webinaire de cette année avec l'IFBM. Le sujet sera l'oxydation de la bière et présenté par Marceau Paris. Alors, une rapide présentation de Brasseurs de France parce que vous connaissez tous et toutes Brasseurs de France. On est un syndicat professionnel. Depuis 1878, on fédère 438 brasserie et nos rôles, c'est défendre, fédérer et promouvoir la promotion de la catégorie. Donc voilà l'ensemble de nos services. Notre équipe, donc une équipe de 6 permanents plus un président. Et la répartition des adhérents en fonction du nombre d'hectolitres produits à l'année. Et Marceau, je te laisse commencer une présentation de l'IFBM. Ok, donc bonjour à tous. Donc pareil, IFBM, si vous avez déjà suivi les précédents webinaires, vous connaissez déjà bien. Donc IFBM, c'est l'Institut français des boissons, de la brasserie pardon, et de la malterie. On est basé à Nancy depuis 1862, donc ça découle en fait de l'ancienne école de brasserie qui était donc située sur ces mêmes lieux. Et l'IFBM, en fait, c'est les anciens locaux du laboratoire de cette école de brasserie. Le reste de cette structure aujourd'hui, c'est l'ENSAIA, donc une école d'ingénieurs agroalimentaires, juste en face de chez nous. Donc, pourquoi la création de cet institut une fois qui a découlé à l'issue de l'école de brasserie? Donc, c'était voilà, la volonté de créer un institut indépendant de la part des différents acteurs de la filière tant sur la brasserie que sur la malterie. Ça nous tient à cœur à l'IFBM. On travaille vraiment de l'orge en passant donc par le malt et jusqu'à la bière, jusqu'au service au consommateur. Donc en 1994, le groupe a créé sa filiale Caltech, donc créée par IFBM, qui propose aujourd'hui des analyses pour le secteur agroalimentaire. C'est un des services offerts aujourd'hui également donc, par IFBM. Donc, vous pouvez faire analyser, si vous voulez, votre bière de manière, suite à des analyses physico-chimiques, faire des analyses également microbio. On analyse également donc, le malt et pour la filiale, pour le groupe Caltech, on fait également diverses analyses qui touchent toutes les denrées agroalimentaires. Sinon, les différentes prestations qu'on est capable de fournir, donc ça va être d'abord de la formation, donc que ce soit en brasserie, en malterie, pour tout niveau, et également aujourd'hui donc sur les softs, boissons sans alcool et bières sans alcool également. Donc dans notre activité, on propose également de la recherche, que ce soit à la fois sur le process ou sur les matières premières, de la formulation. On propose aussi de l'accompagnement. Donc, ça va être sur l'emménagement, l'installation d'une brasserie, des changements de process, etc. Et enfin, un service qu'on propose également, donc c'est le brassage à façon. Donc sur notre brasserie pilote qui fait 20 hectolitres. Donc ici, voilà, vous avez une liste non exhaustive de différentes structures qui ont déjà fait appel à nous pour divers services. Ok, donc aujourd'hui, le sujet va être l'oxydation de la bière. Donc on va voir quel est l'impact finalement du vieillissement de la bière une fois que ça part de la brasserie, que le produit rentre dans un circuit de distribution. Nous allons voir finalement que l'oxydation, c'est peut-être un phénomène qui est davantage connu au niveau du bloc froid, donc tout ce qui va être au niveau de la fermentation, derrière, au cours des différents transferts et enfin du conditionnement. Mais il peut y avoir également déjà des réactions d'oxydation qui vont se passer à chaud. Donc on va essayer de faire un petit tour d'horizon non exhaustif des différentes réactions qui pourraient se passer au cours du process à proprement dit de brassage, pour essayer, pourquoi pas, de trouver des leviers pour les maîtriser un petit peu davantage. Et du coup, bien sûr, l'oxygénation au bloc froid, comment pour le coup la maîtriser au mieux et avoir un produit qui soit, on va dire, stable le plus longtemps possible par la suite. Donc la qualité d'une bière, ici, vous retrouvez différents arguments qui vous permettent de garantir la qualité de votre bière.
Donc, on retrouvera par exemple la qualité de la mousse, la pétillance, la carbonatation selon le style que vous voulez faire. Il y aura, on va dire, différents standards à suivre. L'alcool, selon le type de bière que vous voulez faire. Si vous proposez une triple et que malheureusement, soit elle est à 4%, soit elle est à 12%, et ben, vous n'allez pas trop correspondre au style et le client pourrait se trouver un petit peu trompé ou un petit peu perdu par rapport à votre offre. Derrière, il y aura également le corps, donc soit la rondeur, soit le côté un peu plus sec de votre bière. Et enfin, d'autres paramètres qui pourront être amenés à largement, on va dire, s'altérer ou être modifiés au cours du temps. Donc, notamment ce qui va être le goût. Donc, on va voir justement un petit peu dans cette présentation que l'oxydation va avoir tendance à la fois à diminuer les saveurs un petit peu fraîches de voilà, les saveurs qui garantissent la fraîcheur de votre bière. Il y a également la couleur, donc certains composants de l'oxydation, à cause de l'oxygène, vont avoir tendance à altérer derrière la couleur de votre bière. Ça aura également un impact sur la brillance de celle-ci, une bière qui sera beaucoup moins limpide, et également, pourquoi pas, la formation de troubles. L'oxygène, par exemple, en lien avec les polyphénols et les protéines, peut favoriser une bière qui deviendrait beaucoup plus opaque et donc beaucoup plus trouble. Idem, l'amertume peut être impactée par la bière, à la fois une diminution de l'amertume exprimée par les iso-alpha, donc voilà, les acides alpha qui auraient été isomérisés et qui ont permis de rendre soluble et, et expressive l'amertume dans la bière, mais d'autres composants de ces résines amères du houblon vont être capables, au cours de l'oxydation, finalement, de contribuer, pourquoi pas, à apporter une amertume beaucoup plus franche, peut-être beaucoup plus désagréable à la bière au cours de son vieillissement. Donc l'oxydation a vraiment un impact extrêmement important sur votre produit bière, au risque de perdre un petit peu les caractéristiques qui pouvaient décrire votre bière une fois que vous l'avez mise sur le marché. Donc l'objectif pour le brasseur, ça va être d'essayer d'avoir une bière qui puisse rester la plus constante possible, le plus longtemps, garantir donc la salubrité de son produit le plus longtemps possible une fois qu'il est mis sur les circuits de distribution. Lorsque la bière est stockée, deux changements principaux vont avoir lieu. Donc je vous l'ai dit juste avant, ça va être souvent une diminution malheureusement des saveurs désirables et en contrepartie une augmentation de saveurs beaucoup moins désirées dans le produit. L'augmentation de ces arômes indésirables peut provenir de différentes façons, soit d'une synthèse de nouveaux composés, donc notamment des aldéhydes. On va voir juste après ce que c'est des aldéhydes qui seraient responsables de faux goût dans la bière, et ce serait notamment des composés sensibles à l'oxydation. Soit la libération d'arômes qui auraient été déjà préformés, pourquoi pas, au cours du bloc chaud et qui seraient libérés justement au cours de ce vieillissement de la bière. Le contenu intrinsèque, lui, décrit la composition de la bière par elle-même. Donc, parmi ses principaux facteurs, on retrouve justement l'oxygène qu'on va essayer de maîtriser le plus possible sur l'ensemble de notre process. Donc, que ce soit à chaud, mais bien sûr, essentiellement aussi à froid. D'autres facteurs peuvent impacter cette qualité de notre bière au cours de sa vie. Donc, ça va être notamment la température, le temps de stockage, l'action de l'activité de la lumière également sur le produit final. Donc tout ça peut, on va dire, engendrer un raccourcissement de la durée de vie de votre produit, de la salubrité de votre produit vis-à-vis des caractéristiques que vous avez mises sur le marché au départ. Donc, une bière, une fois qu'on va la conditionner, finalement, elle va avoir un profil qui sera amené plus ou moins à s'altérer et une composition organoleptique qui va changer au cours de son vieillissement. Donc, c'est assez compliqué de caractériser exactement les arômes qu'on va être susceptible de retrouver dans une bière au cours de son vieillissement, tellement ça va dépendre du style des matières premières utilisées. En soi, il existe autant d'arômes typiques du vieillissement d'une bière qu'il peut exister de styles de bière. Donc là, on vous a mis quelques exemples, par exemple. Donc, vous pouvez faire l'exercice simplement chez vous avec des bières. Donc, par exemple, vous les décapsulez, vous les laissez un petit peu à l'air libre, ensuite vous recapsulez. Vous agitez le tout histoire de faciliter la solubilisation de l'oxygène et vous les stockez dans une pièce, on va dire, à température ambiante pendant quelques jours. Puis vous ouvrez, vous décapsulez la bière et vous la goûtez à ce moment-là. Donc, ce qu'on observe pour les trois styles qui sont proposés ici sur une blonde, ça va être souvent une perte de fraîcheur et
un côté un petit peu papier carton qu'on pourrait retrouver dans la bière. On pourrait également retrouver, pourquoi pas, quelques saveurs un petit peu sucrées dans ce profil de blonde, un petit peu des notes mielleuses. Sur un profil IPA, ce qu'on observera peut-être davantage, ce sera surtout un changement assez important au niveau de la couleur de la bière. Donc sur la blonde aussi, ça s'observe relativement facilement. Donc une bière qui apparaîtra beaucoup plus rosée, voire grisâtre. Et d'un point de vue aromatique, on retrouvera davantage peut-être des notes relativement astringentes liées aux feuilles de cassis. Ça rappelle un petit peu le bourgeon de cassis, voire des arômes encore, on va dire, plus désagréables, type fromage. Pour des bières un peu plus maltées, on aura des arômes, pareil, un petit peu cuits, un petit peu sucrés qui pourraient être amenés à se développer sur notre bière. Donc ça, j'avais organisé dernièrement un atelier. Justement, on avait dégusté ce genre de profil de bière. Et c'est vrai que les saveurs d'un point de vue organoleptique étaient complètement différents, alors que finalement, le process d'oxydation au départ était le même pour ces trois styles de bière. Donc, ce qui va être important pour, on va dire, outre suivre votre process au cours du brassage, au cours de la fermentation, du conditionnement de vos brassins, ce qui va être important, ça va être de mettre en place également une échantillothèque à la brasserie, histoire de pouvoir finalement goûter vos produits au cours de leur vieillissement et vous permettre par la suite de valider une certaine DDM selon le type de produit. Vous pourrez potentiellement avoir une DDM qui soit plus courte sur une bière type IPA par rapport à une bière blonde ou encore pire par rapport à une bière beaucoup plus riche, on va dire, en malt et notamment en malt aromatique, malt coloré. Donc essentiel de mettre ça en place. Et pareil, d'un lot à l'autre, pardon, de réitérer le test. Vous n'êtes jamais à l'abri que finalement il y ait des lots dans lesquels il y ait plus d'oxygène dissous au cours de la fermentation, lié pourquoi pas à un dry hopping, etc. Donc important de suivre ça un petit peu au quotidien avec les différents lots que vous êtes amenés à mettre sur le marché. Donc voilà, outre l'aspect aromatique, je vous en ai parlé rapidement, on aura également une observation visuelle. Donc des fois, c'est vraiment facile à observer un phénomène d'oxydation, outre les notes aromatiques qu'on peut sentir ou qu'on peut déguster. Donc ici, on voit bien une bière qui a largement bruni. Donc une bière qui est un petit peu déjà cuivrée, donc où on a observé un foncissement. Les bières blondes, comme je vous l'ai dit, on va avoir rapidement des reflets un petit peu roses, un aspect grisâtre sur ce genre de bière. Idem pour des bières relativement houblonnées. Donc derrière, on aura, enfin, responsable de l'oxydation, on aura plusieurs espèces qui seront responsables de ça. C'est ce qu'on appelle les ROS, donc les espèces réactives à l'oxygène en brasserie. Donc c'est des molécules finalement qui vont être hautement réactives et qui seront directement dérivées de l'oxygène. Elles vont jouer un rôle, ces différentes molécules, dans des réactions d'oxydation qui vont du coup contribuer à altérer la qualité de vos bières. Donc ces espèces, qu'est-ce que ça peut être? Donc on va retrouver par exemple des radicaux libres, donc c'est-à-dire des molécules ou des atomes qui sont très réactifs et qui possèdent un ou plusieurs électrons non appareillés, ce qui va engendrer derrière des changements chimiques, parce qu'on va chercher toujours à avoir un équilibre, quitte à altérer du coup la qualité sensorielle et la stabilité de la bière. On retrouvera par exemple le superoxyde, le radical hydroxyle et d'autres molécules comme aussi le peroxyde d'hydrogène. Donc la formation de ces ROS, de ces espèces réactives à l'oxygène, elle va être liée bien sûr à la présence d'oxygène au départ, donc que ça soit à nouveau pendant le brassage, donc c'est important, il peut y avoir de l'oxydation à chaud, et bien sûr au cours du conditionnement avec de l'oxygène dissous par exemple dans la bière ou au cours de la fermentation, de la garde de votre bière en fermenteur en tank. Il y a également des traces de métaux qui peuvent impacter qui peuvent catalyser des réactions d'oxydation. Donc, par exemple, des traces de fer, des traces de cuivre peuvent déclencher ces types de réactions. Et enfin, il existe également des enzymes qui peuvent produire des peroxydes, notamment d'acides gras, et qui vont générer derrière des espèces réactives à l'oxygène. Donc l'impact de l'oxygène finalement qui est à l'origine de ces ROS, ça va être donc, on l'a évoqué juste avant, l'altération des arômes, l'altération également de la couleur et la contribution à l'instabilité également colloïdale de la bière.
Donc notamment et concernant les arômes, pardon, ce qui va souvent être produit, développé, ce sont des composés qu'on appelle les aldéhydes. Donc ces aldéhydes, justement, pardon, sont des molécules organiques qui sont voilà, caractérisées par la présence d'un groupement qu'on appelle carbonyle, donc, qui est représenté ici, donc c'est le C avec la double liaison O, qui sera situé à l'extrémité d'une chaîne de carbone. Donc la propriété de ces aldéhydes, pardon, c'est qu'ils sont souvent réactifs et participent largement aux réactions d'oxydation. Donc on les retrouvera souvent lorsqu'une bière, malheureusement, aura été altérée par l'oxygène, donc au cours de sa production, au cours du brassage, comme au cours derrière des étapes du bloc froid. Donc voilà, ce sont ces aldéhydes en particulier qui vont être responsables du développement d'arômes indésirables dans notre bière. Donc on vous met ici, parmi les plus importants, on retrouvera par exemple l'hexanal, le transdenonal, qui sont liés notamment à l'oxydation des lipides au cours du brassage. On retrouvera également un composé aldéhyde qui s'appelle le furfural, qui lui est produit par la réaction de Maillard, donc au cours également du bloc chaud, et qui peut être également produit finalement lors de la production de certains maltes plus ou moins colorés. Et également d'autres composés type aldéhyde de Strecker, dont on parlera juste après. Donc justement, on va commencer par l'oxydation au bloc chaud. Donc on va voir finalement que l'oxydation on peut engendrer déjà beaucoup de phénomènes de production de composés d'aldéhydes qui sont libérés plus ou moins tardivement par la suite au cours du process. On est capable de les synthétiser, pardon, dès le bloc chaud. Donc que ce soit notamment au cours de la phase de macération. Il faudra être vigilant également de bien suivre notre étape de filtration. L'ébullition aura également un impact sur la libération de certains de ces composés. Donc on l'a vu, une des phases d'oxydation qui peut exister, ça va être l'oxydation des lipides. Donc naturellement, finalement, dans l'orge, on va retrouver des formes d'acides gras insaturés qui vont être libérés au cours du brassage, qui vont être solubilisés et qui peuvent ensuite être oxydés de deux manières. Donc, d'une manière enzymatique comme d'une manière non enzymatique. Donc de manière enzymatique, l'enzyme qui va être responsable de cette oxydation, ça va être l'hypoxygénase, donc qui va catalyser l'oxydation de ces acides gras insaturés en des composés qu'on appelle les hydroperoxydes. Donc c'est écrit ici que les hydroperoxydes, donc c'est des acides gras justement qui seraient oxydés. Donc cette lipoxygénase, à quelle température elle est susceptible de travailler? Donc elle va travailler sur des températures avoisinant une plage de température entre 30 et 50 degrés. Donc, on a de la chance, elle est relativement thermolabile, c'est-à-dire qu'elle va être sensible à la température. Une fois que vous allez dépasser des températures, vous allez atteindre des températures supérieures à 60-65 degrés, vous allez rapidement l'inactiver. Donc, il faut être par contre vigilant lorsque vous êtes amené à faire, par exemple, un palier protéolytique. Un palier protéolytique qui va vous permettre de dégrader, par exemple, des protéines au cas où vous en ayez un peu trop dans votre qualité de malt ou que vous utilisiez certaines qualités de céréales sous forme crue. Vous êtes amené à faire un palier protéolytique. Également, si vous vous rendez compte que vous avez une qualité de malt qui est trop riche encore en bêta-glucane, en fibres, par exemple, une viscosité trop importante sur votre versement de malt, vous pouvez vous dire, tiens, je fais un palier à 50 degrés. Être vigilant, ce qu'on va vous recommander dans ce cas-là, c'est de ne pas dépasser 20 minutes à ce palier, au risque que la dégradation, le travail, pardon, de l'hypoxygénase soit trop important et que derrière, ça impacte réellement plus tard, au cours du vieillissement de votre bière, les qualités organoleptiques de votre produit. Donc ça, c'est lié à une enzyme. Mais l'oxydation des lipides peut également avoir lieu finalement de manière autonome. Sous l'influence de l'oxygène, finalement, les lipides peuvent déjà s'oxyder. Donc, le transdénonénal peut également être produit de manière non enzymatique par l'oxydation des acides gras insaturés, donc tout simplement par l'apport d'oxygène au cours du bloc chaud.
Donc les acides gras ils vont subir à ce moment-là une auto-oxydation et vont également, eux aussi, contribuer à produire les hydroperoxydes suite à différentes derrière réactions enzymatiques ou non, qui donnera donc naissance au trans-2-nonénal, qui est un aldéhyde responsable de ce faux goût. Ce trans-2-nonénal, au départ, il va être produit, il sera produit, pardon, sous forme au départ d'hydroperoxyde avant d'être libéré sous forme d'aldéhyde au cours de l'ébullition. Ce qu'on vous écrit ici, l'une des saveurs du vieillissement de la bière, il se lie aux protéines et passe le brassage sous cette forme liée avant d'être libéré par la suite au cours du stockage. Donc on voit ici les schémas qui régissent un petit peu cette production de trans-2-nonénal. Où au départ, si on prend la voie d'oxydation par la lipoxygénase, donc on a notre acide linoléique, donc un acide gras insaturé qu'on retrouve au départ dans l'orge. Ensuite, notre orge, quand il va être malté au cours de la germination, il va synthétiser donc, cette LOX, cette enzyme lipoxygénase, qui sera fonctionnelle au cours du brassage, au cours d'un palier du coup à 50 degrés. Donc cette lipoxygénase, derrière, elle va être capable de dégrader notre acide gras insaturé pour fabriquer un hydroperoxyde. Donc ici, l'hydroperoxyde, il est exprimé finalement un petit peu en haut de la chaîne à la suite de l'action de la lipoxygénase. Et ensuite, par différentes réactions enzymatiques ou non, il va être réduit, cet hydroperoxyde, en aldéhyde. En aldéhyde qui sera lié aux protéines et qui, derrière, sera libéré, on va dire, au cours du vieillissement de la bière. La même chose, donc avec uniquement la présence de d'oxygène dans notre environnement et donc dans notre produit. Donc voilà, l'oxygène dissout et la présence également de catalyseurs va favoriser un petit peu l'oxydation de nos acides gras insaturés pour former à nouveau différentes formes d'hydroperoxyde, pardon, qui seront derrière transformés en différents aldéhydes, donc catalysés sous l'effet de la température également, donc sous l'effet de la chaleur, du pH et de métaux lors de l'ébullition, pour libérer ces composés aldéhydes. Donc on voit ici le trans-2-nonénal, qui sera responsable d'un faux goût de papier carton, donc le même composé qu'on va retrouver qui sera produit de manière enzymatique, et également un autre composé, l'hexanal, lui est aussi relativement désagréable et représentatif d'une forme d'oxydation. Donc ces deux composés-là qui seront donc libérés sous forme d'aldéhyde au cours de l'ébullition, mais au départ un petit peu liés aux protéines, et qui seront vraiment exprimés plus tard dans le vieillissement de la bière. Mais finalement, ce sont les réactions en amont, les réactions qui se seront passées au bloc chaud, qui auront initié la présence de ces composés dans la bière lors de son vieillissement. Donc, comment essayer de limiter un petit peu pardon, la présence de ces composés, donc trans-2-nonénal, dans la bière au cours de son vieillissement? On peut par exemple jouer sur la qualité de son malt. Il existe aujourd'hui des malts qu'on appelle nul LOX ou low LOX. Donc c'est vraiment sans présence de l'enzyme lipoxygénase au départ, ou alors en quantité relativement moindre. Donc je vous ai mis à côté c'est des noms de variétés d'orge en fait, qui au départ tout simplement ne pourront pas synthétiser lors de la germination, donc ces différentes enzymes. Derrière, une étape également importante sur laquelle le malteur va être susceptible et va être capable finalement d'impacter le taux de l'hypoxygénase d'enzymes présentes dans votre malt susceptible d'avoir un impact au palier à 50 degrés, ça va être l'étape du touraillage. Donc au cours de cette étape, le touraillage, en gros, c'est quand le malteur va être amené à sécher le grain après l'étape de germination où le grain aura un taux d'humidité relativement important. Le malteur va sécher ce grain. Les différentes enzymes qu'il aura produites au cours de la germination, comme notre lipoxygénase, sont essentiellement thermosensibles, donc ils vont se dégrader, ils vont être dégradés quand même en concentration relativement significative au cours de ce traitement à la chaleur, et donc un touraillage efficace permettra déjà de réduire, on va dire, la proportion, le taux, la concentration d'enzymes lipoxygénase. Derrière, ça va être plus au brasseur d'être vigilant pour éviter donc la présence d'oxygène dans son mou, éviter de l'oxygène dissous au cours du process à chaud. Donc déjà, on va
vous encourager, par exemple, concernant le concassage, à concasser votre malt, votre versement de céréales, le plus tardivement possible avant d'empâter votre brassin. Donc faire vraiment le concassage le jour même, juste avant l'empâtage. Éviter également toute forme de reprise d'oxygène. Donc ça va être par exemple une arrivée de la mèche à chaque fois à l'échelle de chacune de vos cuves par le bas de la cuve pour éviter d'avoir un phénomène de cascade si votre mèche ou votre mou arrive par le haut de la cuve et qui s'éclate un petit peu et que dans ce cas-là, ils reprennent de l'oxygène. Vous pouvez aussi d'ores et déjà utiliser au cours du process à chaud certains antioxydants, donc comme l'acide ascorbique, comme les gallotanins essentiellement, qui vont vous permettre un petit peu de réduire toutes ces réactions d'oxydation qui pourraient avoir lieu. Donc limiter la production de différents ROS, donc d'espèces réactives à l'oxygène, inhiber l'action de la lipoxygénase également. La macération, donc je vous en avais parlé, limiter le palier protéolytique. Donc c'est à cette température de 50 degrés, finalement, qu'on va faciliter l'action de notre lipoxygénase. On tombe pile poil dans sa plage de température pour qu'elle soit active. Donc si vous, par exemple, vous faites un versement 100% pur malt et que d'après votre fiche d'analyse de malt, la viscosité correspond à votre cahier des charges et que le taux de protéines n'est pas trop important, vous n'avez aucun intérêt à faire un palier protéolytique. Donc dans ce cas-là, vous empâtez directement autour des 60 degrés pour ensuite monter à votre premier palier d'action enzymatique de dégradation, de saccharification de votre amidon. Et par contre, si vous utilisez des céréales crues ou une qualité de malt voilà, vous préférez faire un palier à 50 degrés, ce qu'on va vous préconiser, ça va être de ne pas dépasser 20 minutes pour ce palier. Suite au cours de la filtration, ce qu'on va vous encourager également, ça va être d'avoir un mou bien limpide. Donc avant de lancer à proprement dit la filtration, faites une bonne recirculation de votre mou sur le gâteau afin d'avoir un mou le plus limpide possible, de laisser une grande partie des lipides et des précurseurs de trans 2 nonénal dans le gâteau et qu'ils ne se retrouvent pas derrière dans votre mou que vous aurez récupéré en cuve d'ébullition. On va également vous recommander de ne pas découvrir le gâteau, parce que tout simplement, si vous découvrez le gâteau, vous allez avoir des réactions d'oxydation qui vont se faire au niveau au niveau de votre gâteau, justement. Donc, par exemple, vous allez avoir une partie de vos protéines qui vont être susceptibles de s'oxyder. Idem pour les polyphénols. Et enfin, au cours de l'ébullition et du whirlpool, on va vous conseiller également de garder une température bien élevée pour limiter la dissolution de l'oxygène et favoriser l'auto-oxydation des lipides qui auraient pu être solubilisés dans votre mou. Et également, au cours de ces deux étapes, donc favoriser la précipitation de la cassure à chaud, avoir une bonne cassure à chaud pour permettre derrière d'éliminer et de retirer un beau trub, de laisser ce trub dans votre bloc chaud. L'avantage, c'est que les aldéhydes responsables derrière de faux goûts, précurseurs de faux goûts, ont tendance à bien se lier au trub. Donc, plus vous en laissez, on va dire, sur le bloc chaud et derrière, ça sera évacué dans le trub, moins vous en retrouverez et plus vous serez susceptible de conserver une bonne qualité de bière au cours de son vieillissement. La réaction de Maillard. Donc, la réaction de Maillard, c'est une réaction entre l'eau, les sucres, des acides aminés. Donc, des acides aminés, c'est les différents constituants qui forment les protéines, et une source de chaleur. Ça va entraîner par la suite donc, la production de différents composés aromatiques et colorants. Donc, ces produits de la réaction de Maillard vont jouer un rôle complexe dans l'oxydation de la bière. Donc certains des composés, donc ces composés, comme je vous l'ai dit, ils contribuent à la fois à la couleur et à l'arôme et à la saveur de la bière. Et ces composés peuvent avoir des effets soit inhibiteurs, soit promoteurs de l'oxydation selon leur nature et selon un petit peu leur concentration. Donc par exemple, ce que je vous ai indiqué ici, c'est les mélanoïdines qui, ces composés-là, ont des propriétés antioxydantes. Ils vont être capables, par exemple, de piéger des radicaux libres, de chélater des métaux comme le fer, comme le cuivre, par exemple, et elles vont catalyser les réactions d'oxydation
donc ils vont chelater les métaux qui seraient responsables de catalyser les réactions d'oxydation de la bière. D'autres, à l'inverse, peuvent agir comme précurseurs d'un arôme indésirable lors de l'oxydation. Donc, par exemple, on retrouve des produits volatiles issus de la réaction de Maillard, comme les furfurales, qui peuvent réagir avec l'oxygène ou d'autres composés oxydants pour former des composés aromatiques qui vont modifier le profil sensoriel de votre bière, et malheureusement souvent de manière négative. Les aldéhydes de Strecker, donc je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, je vous ai énoncé pardon, dans le sommaire. Donc, je vais venir. Qu'est-ce que c'est ces aldéhydes de Strecker? Donc, ils sont formés en fait lors de la dégradation des acides aminés par réaction avec des sucres réducteurs. Mais ils sont également formés par la dégradation oxydative des acides aminés, donc présents dans les protéines quand on chauffe les aliments. Donc, c'est un petit peu à la manière de la réaction de Maillard. Les aldéhydes de Strecker, comme les composés de Maillard, vont être formés essentiellement au cours de l'ébullition. Donc, lorsqu'on va chauffer donc ces acides aminés, ces protéines, en présence de sucre ou uniquement en présence également d'oxygène, on va générer des composés volatiles qui seront responsables derrière également, eux aussi, de notes désagréables, d'odeurs un petit peu rances, de côté un petit peu légumes cuits dans la bière. Donc, ils vont se former essentiellement pendant le brassage, comme je vous ai dit, mais ils auront également un impact, pourquoi pas, lors du stockage et du vieillissement de la bière. Donc, ça sera représentatif, plus ou moins, de la présence d'acides aminés encore libres, finalement, dans votre bière. Donc là, ici, on voit trois schémas, justement, différents qui représentent un petit peu la formation de ces aldéhydes de Strecker. Donc, un petit peu en haut à gauche du schéma, on voit quand il y a présence uniquement d'acides aminés et également, malheureusement, d'oxygène. On va favoriser la formation de ces composés ayant un impact sur la qualité organoleptique de notre bière. Et également, quand il y a présence d'acides aminés, plus des sucres réducteurs. Et enfin, au cours de la bière packagée, les acides aminés, la présence d'oxygène dissous dans la bière, d'oxygène résiduel, auront un impact également pour former des aldéhydes responsables de faux goût dans notre produit final. Donc, comment un petit peu les contrôler, ces aldéhydes de Strecker? Pardon, on le verra par la suite. Donc, ils vont être produits essentiellement donc, au cours de l'ébullition, malgré qu'une certaine proportion peut être produite également au cours du vieillissement de la bière. Donc, on voit ici quelques exemples de composés à partir d'acides aminés originels. Donc, on voit par exemple la leucine qui va donner le 3-méthylbutanal, qui sera responsable un petit peu d'un côté un petit peu amande chérie qu'on peut retrouver justement qui est significatif de bières parfois un petit peu oxydées. Donc des études de Carlsberg qui ont été effectuées ont montré que la concentration des aldéhydes de Strecker dans les bières âgées pouvait également refléter de la concentration en acides aminés résiduels. Donc c'est ce qu'on a vu par le schéma précédent. Finalement, des acides aminés encore présents, non intégrés un petit peu ou dégradés par la levure au cours de la fermentation, pouvaient contribuer avec de l'oxygène résiduel ou de l'oxygène dissous à former ces fameux composés aldéhydes. Et également, le fait de faire un palier protéolytique, à nouveau, vous allez favoriser la production d'aldéhyde de Strecker. Donc, on a vu juste avant que ce palier protéolytique, en cuve matière, pouvait impacter, euh, correspondait un petit peu aux températures optimales d'action de l'enzyme lipoxygénase. Donc, derrière, cette enzyme allait être capable de synthétiser, de produire un aldéhyde transdénonénal qui serait libéré au cours du vieillissement de la bière. Mais également, au cours d'un palier protéolytique, on va dégrader les protéines. Les protéines étant constituées d'acides aminés, on va rendre disponibles certains acides aminés qui, derrière, pourront favoriser les réactions de dégradation de Strecker au cours de l'ébullition par le traitement à la chaleur. Donc, pour prévenir un petit peu la formation de ces aldéhydes de Strecker, donc, il y a différents paramètres qui peuvent être suivis. Donc, par exemple, la teneur déjà en acides aminés libres, donc c'est ce que signifie l'acronyme FAN, donc Free Amino Nitrogen, acide aminé libre, la concentration qu'on retrouvera dans notre malt. Donc, vous pourrez avoir cette information en lisant votre fiche d'analyse. Donc, par exemple, si vous utilisez un versement 100% malt,
on va dire seulement 140 ppm de fan seront suffisants pour participer derrière à la nutrition de votre levure. En avoir davantage et à des concentrations vraiment largement supérieures à 140 ppm, bah, ça pourrait derrière contribuer, favoriser la production à la fois de composés de maillard responsables pour certains de faux goûts par la suite dans la bière, et également la production, la formation de composés aldéhydes de Strecker. Si par contre vous utilisez un versement avec une partie de céréales non maltées, finalement, en ayant un taux de fan très faible, quasiment nul, et ben à ce moment-là, vous pouvez vous permettre d'avoir un apport au départ de malt un peu plus concentré en acide aminélique. Au cours du brassage, pareil, faire attention, pas de palier protéolytique, ou être vigilant un petit peu comme la première préconisation qu'on a vue, à ne pas dépasser 20 minutes de palier à 50 degrés. Et enfin, l'ébullition. Donc là, on vous conseille, par exemple, pas plus d'une heure, bah, tout simplement, parce que sinon, vous allez favoriser la formation de ces différents aldéhydes de Strecker. Mais également, nous contrôler bien sûr l'oxygène, hein. On a vu que ces composés étaient directement liés à la présence d'oxygène au départ. Donc, si vous limitez la présence d'oxygène dissous au cours de la macération au cours de la filtration, bah, vous permettrez également de limiter la formation de ces composés. Une autre forme d'oxydation un petit peu particulière qui existe dans la bière, c'est ce qu'on appelle la photooxydation des acides isoalpha. Donc les acides isoalpha responsables de l'amertume dans la bière peuvent subir des réactions d'oxydation au cours du vieillissement, qui va se traduire par des saveurs désagréables, qu'on appelle un petit peu saveur de moufette, ou sinon le terme goût de lumière dans la bière. Donc c'est dû finalement à une vitamine qu'on retrouve naturellement dans le mou, donc qui s'appelle la riboflavine, c'est la vitamine B2, qui va être finalement excitée par les UV, par la lumière visible, et qui va extraire un électron de la chaîne latérale de nos différents acides, de nos acides isoalpha. Et cette réaction va conduire derrière bah, à d'autres réactions qui vont participer à cliver un petit peu la chaîne latérale de nos acides isoalpha. Après avoir réagi avec un thiol, eh ben, il peut se former ce qu'on appelle du 3-méthyl-2-butène, un thiol. Donc ce terme n'est pas si évident. Donc on l'appelle souvent le 3-MBT, qui va du coup être notre composé responsable de ce faux goût de lumière. Donc pour le limiter, il existe différentes solutions. Donc déjà, ce que je vais vous conseiller par exemple, c'est de travailler avec des bouteilles opaques et non pas des bouteilles transparentes. Et également, si vous savez que votre bière, par exemple, est amenée à rester longtemps par exemple, sur du rayonnage en grande surface, si besoin, il existe aujourd'hui des solutions relativement raffinées de houblon qu'on appelle justement des iso-alpha réduits. Donc leurs noms commerciaux, ça va être souvent le Rho, le Tétra, l'Hexa. Et du coup, ces qualités de houblon vous permettent d'apporter au départ quand même une certaine amertume, et vont vous permettre, en plus de ça, de résister justement à l'action des UV sur votre produit, d'éviter l'oxydation aux UV du houblon et de ses acides isoalpha. Donc ça permettra de maintenir une stabilité, notamment par exemple au niveau de la couleur pour votre produit. C'est pour ça que la référence qui est mise sur cette slide, par exemple, ils ont beau avoir une bouteille transparente, ils peuvent parvenir à maintenir une bière qui ne va pas brunir au cours de son vieillissement et lors de sa mise sur le marché. Donc voilà, plusieurs choses qui peuvent être impactées à cause du process à chaud, donc qui ne sont pas évidentes à nouveau à maîtriser. Il va falloir tout simplement être vigilant à oxyder le moins possible votre mèche, votre mou, avoir une eau qui soit très peu riche en métaux, par exemple, qui serait capable de catalyser l'oxydation, donc en fer, en cuivre. C'est pour ça également à l'heure actuelle que le matériel de qualité alimentaire qu'on utilise au niveau de notre salle à brasser, c'est de l'inox. Ça nous permet d'éviter également une oxydation facilitée de notre mou, de notre mèche dès le process à chaud. Mais bien sûr, ce qu'on connaît davantage et ce qu'on va chercher à également bien maîtriser, ça va être l'oxydation qui peut avoir lieu au cours du bloc froid.
Donc ici, juste une petite aparté. Donc depuis le début de la présentation, on présente justement l'oxygène un petit peu comme l'ennemi du brasseur, mais également du consommateur s'il veut consommer une bonne bière. Gardez en tête malgré tout qu'il est aujourd'hui conseillé, quand vous entonnez, suite au brassage, que vous entonnez votre mou dans le fermenteur, d'oxygéner votre mou. Donc l'intérêt de cet oxygène, cet apport d'oxygène, c'est qu'il soit contrôlé. Et cet oxygène, dans l'idée, il va être entièrement consommé par la levure, donc non pas pour un métabolisme respiratoire, votre mou étant déjà extrêmement concentré en sucre, elle passera directement par un métabolisme fermentaire, votre levure. Mais par contre, cet oxygène sera impactant et sera intéressant pour permettre à votre levure de se multiplier, de former ce qu'on appelle des ergostérols qui seront nécessaires pour sa paroi cellulaire, pour la fluidité, pardon, et la perméabilité de sa paroi cellulaire et permettre du coup une bonne multiplication de votre levure. Donc ici, on vous met un ordre d'idée, 8 à 10 ppm d'oxygène à envoyer lors de l'entonnement. Une petite règle qui existe, c'est en gros, vous envoyez 1 ppm d'oxygène par degré plateau fermenticible. En gros, si vous faites un mou à 12 degrés plateau et que c'est une recette que vous avez déjà fait, vous savez que votre densité finale est souvent aux alentours des 2 degrés plateau. Ça veut dire que 10 degrés plateau vont être fermentés, vont être consommés par la levure. À ce moment-là, vous envoyez 10 ppm d'oxygène. Mais attention de ne pas en envoyer trop, de trop oxygéner votre mou, parce que finalement la levure consommera l'oxygène dont elle a besoin pour favoriser sa multiplication. Mais par contre, l'oxygène qu'il pourrait avoir en trop participera à oxyder votre bière dans le temps. Donc il existe différentes origines possibles à l'oxydation à cours du bloc froid. Donc, par exemple, voilà une reprise d'oxygène, on vous met ici après la fermentation. Ça peut être également au cours de la fermentation. Si par exemple vous faites du dry hopping, donc il existe aujourd'hui des solutions qui vous permettent de limiter l'apport d'oxygène lorsque vous faites ce genre de pratique. Donc, on connaît par exemple les techniques de Hopgun, par exemple, qui sont de l'extraction finalement assistée. Ça fonctionne comme une sorte de sachet à thé. Vous coincez un petit peu vos pelets du houblon et vous faites circuler la bière à travers cette solution externalisée, branchée en parallèle de votre fermenteur. Et comme ça, si vous avez bien inerté l'ensemble de votre installation, l'ensemble de votre hop gun et tout le lignage qui permet de faire ce circuit fermé, vous ne serez pas censé apporter énormément d'oxygène dissous dans votre bière. Il existe également d'autres techniques, on appelle slurry méthode, où finalement, pareil, en parallèle, vous branchez une sorte de cuve, vous balancez votre pellet de houblon. Ce pellet de houblon se retrouvera entièrement dans votre fermenteur, mais le fait d'externaliser et de faire idem un circuit fermé finalement avec ces petites cuves en parallèle de votre fermenteur permettra de limiter l'incorporation d'oxygène dans votre bière si vous avez été précautionné au départ et que vous avez bien inerté l'ensemble de votre installation. Le conditionnement sera bien sûr une des étapes critiques. Voilà, souvent, on peut entendre que pour un brasseur, il n'y a pas d'intérêt à avoir un investissement énorme sur la partie bloc chaud. Par contre, c'est intéressant de s'acheter, pourquoi pas, la Rolls-Royce du soutirage. Parce qu'effectivement, c'est au cours de cette étape que vous pouvez complètement contribuer à oxyder votre produit. Si vous avez la possibilité également d'investir dans un matériel, dans des oxymètres qui vous permettent de mesurer l'oxygène dissous dans votre bière en fermentation, par exemple, c'est intéressant de faire la différence justement dans votre fermenteur par rapport à l'oxygène dissous une fois la bière conditionnée pour voir finalement l'impact de cette étape de soutirage, du lignage également qui permet d'alimenter la bière présente dans le fermenteur jusqu'au site de conditionnement, voir si cette étape finalement est bien maîtrisée ou non sur l'oxygénation de la bière. Et bien sûr, donc on a parlé finalement au départ, il y aura forcément un petit peu d'oxygène qui sera dissous dans votre produit au cours de ce bloc froid, donc lié aux différentes sphères, lié au conditionnement. Et malheureusement, cet oxygène, au fur et à mesure, quand il se solubilisera dans la bière, il participera à son vieillissement. Donc, selon l'oxygène dissous ou l'oxygène emprisonné dans le headspace de votre produit conditionné, vous pourrez
plus ou moins garantir une DDM importante à votre produit, avec l'objectif que jusqu'à l'atteinte de la DDM, finalement, le produit soit conforme à ce que vous avez mis sur le marché. Donc, il existe des styles qui sont plus ou moins sensibles à l'oxygène. Donc, par exemple, les styles IPA, où les polyphénols peuvent avoir un impact effectivement d'antioxydants, mais ils vont souvent finalement se sacrifier vis-à-vis d'autres réactions qui pourraient avoir lieu par la suite pour oxyder et former différents aldéhydes. Et malheureusement, l'impact, ce serait directement une bière qui se mettrait à devenir un peu plus rose, un peu plus grisâtre. Donc des bières riches en polyphénol, donc typiquement des bières dans lesquelles vous aurez apporté du houblon, beaucoup de houblon, notamment au cours du bloc froid, ont tendance à être beaucoup plus sensibles que des styles de bière qui, eux, sont davantage foncés. Donc, on a vu tout à l'heure que finalement, des produits de réaction de Maillard pouvaient catalyser, favoriser l'oxydation, mais également certains de ces composés, donc notamment les composés mélanoïdines, pouvaient avoir un impact pour le coup antioxydant. Donc, les bières avec ayant été produites via un versement de malt au départ un peu plus torréfié, seront peut-être davantage plus riches en composés mélanoïdins, susceptibles de garantir un produit moins oxydé, moins impacté au cours du vieillissement. Donc déjà, une pratique qui est importante à faire si vous êtes amené à faire des transferts. Imaginons que vous faites votre fermentation dans un tank et la garde, pourquoi pas, vous la faites dans un autre fermenteur. Ce qu'on va vous préconiser, c'est lors de ces transferts à froid, avant ces transferts, pardon, d'inerter votre installation. Donc là, je ne parle pas de la cuve de fermentation. Quand vous envoyez votre mou sortie bloc chaud, vous n'aurez pas besoin en amont d'avoir inerté votre fermenteur. Uniquement un protocole de nettoyage en amont, de désinfection et de rinçage sera suffisant. Mais par contre, si suite à une fermentation, vous faites un transfert, à ce moment-là, il faudra être vigilant à inerter votre tank. Donc l'intérêt d'inerter, c'est tout simplement de chasser tout l'oxygène qui pourrait être présent dans l'environnement de votre fermenteur. Donc ce qu'on va utiliser, ça va être un gaz inerte, donc par exemple du CO2, où l'objectif va être de pousser vers l'extérieur du fermenteur tout l'air qui pourrait se retrouver au départ à l'intérieur de celui-ci. Donc le CO2 étant plus lourd que l'air, que l'oxygène, pardon, je vous conseille donc de pousser d'envoyer le CO2 par le bas de votre fermenteur. Comme ça, il va tranquillement occuper l'espace le plus bas de votre fermenteur. Au fur et à mesure que sa concentration sera importante dans l'environnement, il va chasser vers l'extérieur, vers le haut du fermenteur, l'oxygène. Il existe aujourd'hui des petits appareils, donc des petits oxymètres qui permettent de vérifier un petit peu la concentration d'oxygène qu'on pourrait avoir dans notre tank après un objectif, après avoir cherché à l'inerter. Donc l'avantage de ces appareils, c'est qu'effectivement, ils vous permettent de mesurer donc soit la concentration, enfin soit le un pourcentage pardon, d'oxygène dans le gaz qui va être analysé par votre oxymètre, soit tout simplement immédiatement une valeur, une concentration exprimée en ppm ou en ppb d'oxygène. Donc ça peut être intéressant pour s'assurer d'un bon inertage de votre fermenteur. Vous pouvez également inerter avec une autre solution de gaz inerte, donc l'azote. Il existe aujourd'hui de plus en plus de brasseries qui s'intéressent à investir, pourquoi pas, dans un générateur d'azote. Ça demande forcément voilà, un investissement initial important, mais derrière, ça peut, pourquoi pas, au cours du temps, finalement, s'amortir et devenir plus avantageux par rapport à une utilisation, on va dire, exacerbée de CO2. Pour l'inertage, vous pouvez sans problème utiliser également de l'azote. Cette fois-ci, à l'inverse du CO2, il va être plus léger. Donc, on va vous préconiser d'envoyer l'azote cette fois-ci par le haut du fermenteur pour chasser l'oxygène par le bas de celui-ci. Donc, juste un point qui est important, on va essayer de travailler avec de l'azote, donc ça existe, euh, donc pur à 99,9% pour être sûr tout simplement qu'il n'y ait vraiment pas d'oxygène dans la qualité de ce gaz. Donc ici, c'est un essai qui a été fait justement
chez nous à IFBM pour montrer que vous pouvez malgré tout envoyer si vous voulez l'azote par le bas du fermenteur. On voit qu'on a une efficacité qui est moindre par rapport à un envoi par le haut. Donc voilà, l'inertage qui est quelque chose d'important. Donc là, on parle ici des tanks à nouveau, mais c'est le même inertage donc au CO2 que vous pourrez faire avec tout votre lignage et toute votre installation de soutirage derrière, que ce soit bouteille ou que ce soit fût, pour vraiment chasser au maximum l'oxygène qu'il pourrait avoir dans toutes ces conduites et dans toute votre installation. Par la suite, au niveau du conditionnement, si on prend l'exemple de votre bouteille, lui aussi, votre contenant, finalement, il va être relativement riche en oxygène. Donc aujourd'hui, sur des installations de conditionnement, souvent sera installée on a ce qu'on appelle une pompe à vide. Et son objectif, ça va être d'assurer finalement la qualité et la conservation par la suite du produit. Tout l'oxygène résiduel qui va être présent dans votre bouteille et qui serait susceptible par la suite à nouveau d'altérer le goût de votre bière et d'accélérer son oxydation, va être éliminé. La pompe à vide va extraire cet air présent dans la bouteille avant qu'elle ne soit remplie pour minimiser ainsi l'exposition de votre bière à l'oxygène. Donc avant le remplissage, en gros, c'est comme si vous allez avoir une buse ou un système intégré à la ligne qui va se placer au-dessus de votre bouteille. La pompe à vide va aspirer l'air contenu pour créer une sorte de dépression. Et après cette mise sous vide, il existe d'autres techniques qui vont vous permettre également un petit peu d'inerter au CO2 votre bouteille, donc avec une injection de CO2 pour faire ce qu'on appelle des pré-vides, pour faire pardon, ce qu'on appelle un balayage. Et derrière, la pompe à vide sera remise en place pour éliminer donc un mélange suite à un balayage au CO2, un mélange oxygène-CO2 qui pourrait se retrouver dans la bouteille et du coup garantir vraiment voilà, on va dire un contenant amène de recevoir votre bière sans l'oxyder de manière, on va dire, un peu précoce. Enfin, il existe une autre technique, une autre technologie, on va dire, au moment du conditionnement qui va permettre de limiter l'oxydation ou du moins l'incorporation d'oxygène dans votre bière et dans votre bouteille. Donc, c'est suite à ce balayage au pré-vide, votre bière va être soutirée dans la bouteille. Et ensuite, il y a, avant le capsulage, on va faire ce qu'on appelle le jetting. Donc, l'intérêt du jetting, c'est un procédé qui va permettre d'injecter une micro-goutte d'eau dans votre bouteille ou dans une canette pour provoquer finalement une légère libération de CO2 dissous dans la bière et créer de la mousse qui va permettre de chasser en fait l'air qui sera présent dans l'espace de tête, dans ce qu'on appelle le headspace de votre bouteille ou de votre canette. Comme ça va permettre d'éliminer, de réduire finalement l'oxygène résiduel et ainsi d'augmenter, pourquoi pas, la durée de conservation de votre bière. Il faudra être vigilant par contre à la qualité de l'eau que vous utilisez par rapport à ce système de jetting. Donc, l'idée, ce serait forcément d'utiliser pour cette technologie de l'eau désaérée, parce que si vous utilisez, on va dire, de l'eau du réseau, bah, ça va être un peu contre-intuitif, pardon, par rapport à l'intérêt de cette technologie, pardon, de jetting. Donc voilà, vos fournisseurs finalement peuvent vous proposer également vos fournisseurs de soutirage peuvent vous proposer différentes solutions pour garantir une certaine qualité d'eau, donc désaérée également, si possible, on va dire, entre guillemets stérile pour éviter de contaminer votre produit bière par la suite. Donc, au cours de conditionnement, vous pourrez également donc contrôler ce qu'on appelle l'oxygène dissous dans votre bière. Donc, cette mesure d'oxygène dissous, tout simplement l'oxygène qui serait présent dans la partie liquide dans votre bière, vous pouvez d'ores et déjà finalement le contrôler en continu lors du bloc froid, lors de la fermentation, lors de votre phase de garde. Vérifiez que voilà, justement à cause de dry hopping par exemple, ou pourquoi pas une fuite au niveau de votre fermenteur, qu'il n'y ait pas d'oxygène qui se soit dissous dans votre produit. Et ainsi, par le contrôle sur le produit packagé, vérifier que justement le conditionnement est bien réalisé dans de bonnes conditions, qu'on n'apporte pas un afflux d'oxygène trop important. Il existe une valeur qui est un peu moins connue,
qu'on appelle le TPO, donc c'est le Total Package Oxygen, donc qui correspond à l'oxygène dissous au départ dans la bière, mais également à l'oxygène présent justement dans le headspace. Donc, malgré une technologie de jetting, savoir un petit peu quelle quantité d'oxygène pourrait être résiduelle dans le headspace et finalement au cours du vieillissement de la bière, tranquillement se solubiliser dans le produit et donc participer à nouveau à son vieillissement accéléré. Donc aujourd'hui, le TPO, il existe des appareils vraiment propres à ça pour le mesurer. Donc je vous ai mis des références en bas, donc une référence de la marque Hafman et une autre référence de la marque Canton Par. Donc vous n'avez pas besoin de secouer par exemple votre canette ou votre bouteille pour mesurer cette TPO. Ça va directement, grâce à une sonde, être capable de mesurer l'oxygène présent dans le headspace et ensuite l'oxygène dissous présent dans la bière en tant que tel et vous donner du coup le détail des différentes valeurs, que ce soit DO, HO et TPO. Sinon, pareil, vos fournisseurs sont susceptibles de vous donner un certain protocole si vous utilisez d'ores et déjà, on va dire, des, euh, des oxymètres qui vous permettent de mesurer uniquement l'oxygène dissous dans votre produit. Donc, ça peut être par exemple un protocole où vous devez secouer votre bière pendant 3 minutes, on va dire, 3 minutes ou 5 minutes, sur une table, soit sur une table d'agitation, soit c'est vous qui, de manière manuelle, pardon, secouez votre bière. Ensuite, vous mesurez une certaine valeur d'oxygène dissous. Vous aurez déjà finalement participé à apporter l'oxygène qui était présent dans le col. Et derrière, il existe, vos fournisseurs peuvent également vous les transmettre, ou vous pouvez en trouver quelques exemples en libre accès sur Internet, des calculateurs où vous allez pouvoir tenir compte finalement de la température de votre bière, justement de l'oxygène derrière dissous que vous avez mesuré, et enfin du volume de headspace et du volume de bière pour trouver cette valeur de TPO. C'est un petit peu plus technique, mais c'est une valeur qui est relativement intéressante pour se rendre compte vraiment de la propreté de notre conditionnement et réellement interpréter l'oxygène qui pourrait être présent dans le headspace. Enfin, une fois que votre produit est packagé, de votre côté, vous avez fait, voilà, vous avez pu avoir énormément d'incidence sur le produit. Ça va être plus le circuit de distribution derrière qui va impacter un vieillissement plus ou moins important de ou plus ou moins prématuré, pardon, de votre bière. Donc, il est bien connu que finalement, il y a des températures élevées, donc selon un principe qu'on appelle la loi d'Arrhenius, qui indique finalement que par échelle de 10 degrés, on augmente finalement le vieillissement de la bière d'un facteur de 2. Donc, sachez que ça va vite à oxyder la bière et plus finalement vous êtes amène de la conserver à des températures fraîches, plus votre bière sera relativement stable et son vieillissement dans le temps sera limité. Donc bien sûr, c'est compliqué, on va dire, de stocker tout son produit fini en chambre froide et surtout une fois que votre bière est distribuée, vous ne pouvez pas suivre dans quelles conditions elle va être stockée. Donc, ce qu'on peut vous préconiser déjà, c'est de respecter ce qu'on appelle le FIFO, donc c'est le first in, first out, donc ça vaut également bien souvent pour les matières premières. C'est-à-dire que les premières qualités de bière, premières références de bière que vous avez donc conditionnées, packagées, voilà, ce sont les premières à chercher à distribuer. Donc, idem, hein, de toute façon, avec également une DDM qui sera fournie, derrière les distributeurs vont essayer de respecter cette loi de rotation du FIFO. Et justement, vous concernant, à proposer une DDM adéquate selon les produits que vous mettez sur le marché. À nouveau, entre par exemple, une IPA et une triple, ça ne sera pas forcément les mêmes DDM appliqués. Et idem, selon finalement la qualité de la bière, selon l'oxygène dissous que vous aurez pu retrouver en fermenteur, que vous avez mesuré packagé. Des fois, il peut y avoir un petit peu, on va dire, de déviation d'un lot à l'autre des bières que vous mettrez sur le marché. Bah, peut-être qu'il faudra vous adapter justement à la qualité de ce produit pour réduire ou non la DDN. Une autre chose qui est importante, c'est de mettre en place une biotech, comme je vous en ai parlé, organiser des panels de dégustation pour vérifier que finalement le produit est toujours conforme, qui correspond, on va dire, aux caractéristiques organoleptiques que vous souhaitez mettre en avant et que vous souhaitez proposer à votre consommateur. Voilà, je ne vais pas citer la brasserie, mais il y a une célèbre brasserie
Il y a ce fameux slogan Drink Fresh or Die. C'est vrai que par rapport à l'oxydation et tout ce qui va être lié au vieillissement de la bière, finalement, votre produit, plus il est consommé frais, mieux c'est pour garantir ses qualités organoleptiques et pas une altération du produit. Donc aujourd'hui, il existe différentes solutions qui vont nous permettre plus ou moins de limiter du coup l'oxygène ou les réactions d'oxydation dans notre bière. Donc on en a évoqué certaines à chaud. Donc s'il y en a les essentiels à évoquer, on l'a vu. Donc par exemple le concassage, essayez de le faire le plus tardif possible par rapport à votre brassin. Si vous êtes amené à faire un palier à 50 degrés, attention, limitez ce palier à 20 minutes, pas plus, au risque finalement de favoriser la production de l'action pardon, de la lipoxygénase qui pourrait derrière favoriser la formation de précurseurs de trans 2 nonénal, donc ce fameux aldéhyde responsable par la suite d'un faux goût de papier carton qui serait amené à se libérer au cours du vieillissement de la bière et à s'exprimer au cours du vieillissement de la bière. Ensuite, pour éviter des réactions d'oxygénation un peu plus, on va dire, catalytiques, non enzymatiques, être vigilant, donc voilà, à ne pas faire fonctionner par exemple vos pompes à des débits excessifs pour éviter à nouveau l'incorporation finalement d'oxygène liée à des forces de cisaillement. On va également vous préconiser, si possible selon votre matériel, de transférer votre mèche ou votre mou d'un vaisseau à l'autre au sein de votre salle à brasser, à chaque fois par le bas de l'installation, pour éviter d'avoir à nouveau ce phénomène cascade qui favoriserait l'oxydation de votre mèche ou de votre mou. Après, pardon, donc il y aura également avoir une ébullition vigoureuse avec une belle cassure à chaud. On a vu que certains aldéhydes pouvaient finalement relativement bien se lier avec les protéines. Et donc, si on a une belle cassure à chaud, on a bien un complexe protéine polyphénol qui a été amené à sédimenter, on sera capable également d'éliminer une bonne partie de ces aldéhydes susceptibles de dégrader et d'être responsables de l'oxydation de la bière par la suite. Derrière, au cours du bloc froid, donc être vigilant, donc à ne pas à avoir bien inerté les tanks en cas de transfert, avoir bien inerté également votre lignage et votre site de soutirage, bouteille, canette, fût, pour éviter de reprendre de l'oxygène à ce moment-là. Plutôt au cours des dry hopping, être vigilant si vous faites du dry hopping en libre, essayez de voilà, dry hopper, on va dire, le plus rapidement possible votre fermenteur pour laisser le trou d'homme ouvert le moins longtemps. Une des chances que vous avez si vous faites le dry hopping relativement tôt au cours de la fermentation, c'est que du CO2 va continuer à être produit et à nouveau le CO2 étant un peu plus lourd que l'oxygène, il serait amené à pousser à nouveau l'oxygène, on va dire, vers le haut du fermenteur et donc vers l'extérieur si vous avez réglé votre bon donneur, par exemple, à une certaine pression. Donc l'oxygène pourrait être chassé, pourquoi pas. Mais voilà, soyez vigilants. Pareil, si vous ajoutez des purées de fruits, des choses comme ça, essayez de limiter le plus possible l'ouverture de votre fermenteur. Donc tout ça, c'est un petit peu des principes sur lesquels on peut jouer en tant que brasseur, que ce soit à chaud ou, comme évoqué là, juste avant, à froid. Derrière, on va dire que naturellement présent, on va avoir certains composés qui vont nous permettre de limiter naturellement un petit peu l'oxydation, ces différentes réactions d'oxydation. On a d'ores et déjà finalement les polyphénols aussi, donc qui vont avoir un intérêt ils vont fixer un petit peu des composés qui seraient réactifs à l'oxygène. Ils vont avoir également un impact sur la chélation des ions métalliques, c'est-à-dire qu'ils vont séquestrer des ions oxydants pour protéger des composés un peu plus fragiles. Et également, ils vont inhiber, pour le coup, les polyphénols. Donc, il y avait eu des études qui avaient été faites également et qui mettent bien en évidence que ces polyphénols inhibent l'activité enzymatique, notamment de la lipoxygénase, donc qui correspond à l'oxydation donc, des lipides. Si vous utilisez par exemple des maltes relativement riches en polyphénol, ils vont participer au cours d'un palier par exemple à 50 à inhiber en partie l'action de la lipoxygénase et donc la production de trans 2 nonénal par la suite.
Nos produits de la réaction de Maillard, donc on en a parlé, eux, ils peuvent être soit pro-oxydants, soit anti-oxydants. Donc, on va dire que c'est un petit peu compliqué de caractériser un petit peu ces composés et de les mettre en avant ou inversement un petit peu de accuser le coup par rapport à ceci. Les sulfites, enfin, donc, vont être naturellement produits par la levure. Ils vont également avoir un impact sur la limitation, pour limiter, pardon, l'oxydation de la bière. Donc, ils vont piéger également des radicaux libres et inhiber une bonne partie des réactions en chaîne de l'oxydation. Et vont avoir un impact également sur les enzymes responsables de l'oxydation en les inhibant en partie. Mais pour vous aider, si malheureusement ça peut largement ne pas être suffisant, ces solutions, on va dire, naturellement présentes par vos matières premières, hein. Les polyphénols sont apportés par le houblon, sont apportés par le malt, mais également la réaction de Maillard, donc c'est des composés qui seront produits lors de l'étape d'ébullition, et les sulfites qui sont dégagés par la levure lors de l'étape de fermentation. Mais si ça n'est à ne pas être suffisant, il existe aujourd'hui des auxiliaires technologiques qui peuvent être amenés à vous aider. Donc, par exemple, l'acide ascorbique, donc ses propriétés, c'est que ça va être un antioxydant réducteur important. Donc, il va agir pour neutraliser tous les radicaux libres, pas mal d'espèces réactives à l'oxygène, qui seraient responsables, elles, de générer l'oxydation de lipides ou de protéines. Il va réduire également les peroxydes et empêcher la formation au cours du vieillissement de composés secondaires comme certains aldéhydes responsables de saveurs indésirables. Il va empêcher un petit peu cet acide ascorbique leur formation. On aura donc une meilleure stabilité sensorielle de notre bière et ça permettra de jouer également sur la durée de conservation de notre produit. Il existe également le méthylbisulfite de potassium, donc un autre auxiliaire technologique qu'on appelle le KMS. Donc, on retrouve à l'intérieur grâce à ce produit, finalement, il y aura une libération de sulfite sous forme aqueuse qui va être donc un antioxydant relativement puissant. Il va permettre également de piéger donc les radicaux libres et d'inhiber une bonne partie des réactions en chaîne de l'oxydation. Et enfin, on aura les galotanins, donc un petit peu à la manière donc les galotanins, qu'on va un petit peu considérer comme des polyphénols, pareil, qui vont être amenés à s'oxyder à la place d'autres composés sensibles, donc finalement à voilà, subir les réactions d'oxydation à la place d'autres composés qui malheureusement pourraient être amenés à donner naissance à des arômes indésirables. Donc voilà, ces galotanins vont également participer à réduire l'oxydation de notre produit. Donc les galotanins peuvent être utilisés d'ores et déjà, on va dire, au cours du bloc chaud, mais non, uniquement au cours du bloc chaud, pardon. Et on retrouvera par exemple l'acide ascorbique ou les sulfites qui pourront être utilisés au bloc chaud comme au bloc froid. Donc, petit point de vigilance malgré tout concernant les sulfites. Donc, à bien suivre certaines préconisations parce qu'il y a une teneur maximale qui est autorisée dans la bière. Donc, si vous êtes inférieur à 10 ppm, vous n'avez pas besoin de mentionner qu'il y a présence de sulfite sur votre packaging. Par contre, une fois que vous êtes supérieur à 10 ppm, c'est une obligation de les faire figurer étant donné que c'est considéré comme un allergène. Et pareil, derrière, dans la bière, c'est pas autorisé d'avoir plus de 20 ppm de sulfite. Donc, être vigilant, hormis pour la bière refermentée. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est uniquement pour la bière refermentée en fût, d'ailleurs, qu'on autorise 50 ppm de sulfite. Donc, soyez vigilant à suivre plus ou moins les préconisations de vos fournisseurs et, si besoin, faire une analyse de votre produit pour être sûr que vous soyez dans les cordes au niveau de ces taux de sulfite par rapport à votre produit fini. Donc voilà, ma présentation s'arrête ici. Donc c'est une présentation relativement technique. Donc voilà, plusieurs leviers qui vont vous permettre de limiter un petit peu des phénomènes d'oxydation au cours du bloc chaud et bien sûr au cours du bloc froid, qui est aujourd'hui peut-être davantage maîtrisé et connu, ces phénomènes-là. Mais voilà, il faut savoir que souvent l'oxydation, voilà, c'est quelque chose qui sera observable uniquement lors du vieillissement de la bière pas de manière initiale. Parce que si vous avez beau produire, vous avez beau avoir des réactions en chaîne qui auront amené la synthèse
par exemple à nouveau de ce composé trans de nonhénal, bah, malheureusement, vous retrouverez ce faux goût de papier carton plus tard au cours du vieillissement de votre bière, mais pas dès le départ, une fois que vous aurez par exemple entonné votre mou. Donc, c'est toutes des bonnes pratiques à mettre en place au cours de son process pour limiter tous ces phénomènes, toutes ces réactions en chaîne qui seraient responsables donc, de l'altération organoleptique de votre produit et donc qui impacteront immédiatement sa durée de vie et la satisfaction client par la suite. Donc voilà, j'espère que ces différentes pistes, ces différentes slides ont pu vous apporter un regard nouveau et vous apporter de nombreuses informations.